Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, retour en grande pompe de l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda. Après 4 ans d'exil, la première femme présidente du pays s'engage à rétablir toute la lumière dans le Cashgate, scandale dont elle serait impliquée. Les producteurs de riz égyptiens en difficulté avec le nouveau barrage de la Renaissance éthiopienne, bâti à près de 70% sur le Nil. Le barrage est considéré par l'Égypte comme une véritable menace. Et puis au Rwanda, les enfants nés un an après le génocide de 1994 de mères violées et abusées réclament plus de considération vers la société. Ils affirment vivre dans l'isolement et la stigmatisation. Mais tout d'abord, 3 jours après la démission de l'ancien gouvernement, à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, le Gabon a un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe a pour mission d'organiser rapidement les élections législatives attendues depuis près de 2 ans. Le nouveau cabinet dirigé par le même Premier ministre compte 41 membres, dont 3 de l'opposition. Rappelons que le pays ne dispose plus d'Assemblée nationale. C'est le Sénat qui a été désigné pour assurer l'intérim. Elle devra désormais faire face aux accusations de corruption. De retour dans son pays, l'ex-présidente du Malawi compte faire connaître sa version des faits. En effet, Joyce Banda est soupçonnée d'être impliquée dans un vaste scandale de corruption, le Cashgate, qui remonte à 2013 lorsque des millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. Gladys Mwamba. Joyce Banda est prête à prouver son... Le scandale du Cashgate a largement contribué à sa défaite en 2013, une affaire qui révélait l'implication de hauts fonctionnaires du gouvernement dans le détournement de millions de dollars provenant des caisses du pays alors qu'elle occupait la magistrature suprême. Ses partisans affichent un soutien ferme. Nous, les jeunes garçons et filles, hommes et femmes, sommes heureux qu'elle n'ait rien à se reprocher et son retour au parti sera encore plus fort. Vive le Parti populaire. Je suis convaincue qu'avec son retour, beaucoup de choses vont maintenant changer en mieux dans ce pays. Joyce Banda est toujours à la tête du Parti populaire. Depuis son retour d'exil, elle est restée évasive quant à ses ambitions politiques, alors que le pays se prépare à la prochaine élection présidentielle, prévue en mai 2019. Pour la 6e fois consécutive, l'ex-vice-premier ministre Marcel Ndjifendji est reconduit à la tête du Sénat au Cameroun. Membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, il était candidat à sa propre succession. Le Sénat camerounais est majoritairement représenté par le RDPC. 7 formations politiques au total y sont représentées, mais seul le Social Democratic Front, titulaire de 7 sièges, et de l'opposition, les 5 autres étant des alliés avec 6 sièges. Le barrage de la Renaissance divise encore l'Éthiopie et l'Égypte. Au cœur de cette nouvelle crise, les riziculteurs égyptiens, dont l'activité a considérablement été réduite, le pays dont 85% de son eau provient du Nil, pourrait diminuer d'un quart dès que le barrage Renaissance sera opérationnel. Corinne Comdem. Le Nil, le plus long fleuve du monde, assure la majorité des besoins en eau de l'Égypte. Un équilibre aujourd'hui menacé par le grand barrage de la Renaissance construit dans l'état de Benishangul-Gumuz en Éthiopie, sur le Nil bleu, le bras oriental du fleuve. Bâti à près de 70%, le barrage est considéré par l'Égypte comme une véritable menace. Au milieu de cette guerre pour l'énergie se trouvent les riziculteurs égyptiens dont l'activité a considérablement été affectée par sa construction. Il n'y a pas de problème d'eau comme ils disent. Ils continuent de dire qu'on utilise beaucoup d'eau, mais c'est le cas pour n'importe quelle culture. Le trèfle consomme de l'eau, le blé consomme de l'eau, tout consomme de l'eau. Le riz utilise également de l'eau comme toutes les autres cultures. C'est une récolte rapide. En effet, les autorités égyptiennes craignent que la construction du barrage éthiopien entamé en 2012 entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. C'est pourquoi ces dernières années, afin de préserver l'eau, le gouvernement a lancé une véritable croisade contre les cultures illégales. Le Caire a décrété que 724 000 fédans, environ 303 514 hectares de riz peuvent être plantés cette année 2018. Un chiffre que les commerçants de riz estiment être inférieur à la moitié des 1,8 million de fédans de terre cultivés en 2017. Je ne suis pas un criminel et je n'enfreins pas les lois. Je ne suis pas un homme corrompu. Je ne suis qu'un paysan. Pourquoi la police viendrait m'arrêter à 3 heures du matin et m'enfermer avec des voleurs et des criminels? Pourquoi? Je ne sais pas. Seulement parce que j'ai planté du riz. Le Soudan et l'Égypte sont les plus grands utilisateurs du Nil pour l'irrigation et les barrages.
L'Égypte veut être assurée que le nouveau barrage n'affectera pas le débit du fleuve, estimant environ 84 milliards de mètres cubes par an en moyenne. L'Éthiopie, de son côté, a pour objectif d'utiliser le barrage pour devenir générateur de puissance et exportateur majeur de l'Afrique, reliant des dizaines de millions de personnes à l'électricité pour la première fois. Jusqu'ici, les deux pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une stratégie globale de mécanisme de partage de l'eau, malgré des années de négociations. La coopération entre la Zambie et l'Angola est relancée, en témoigne cette visite d'État de 2 jours du président João Lourenço à Lusaka, capitale zambienne. Les deux pays s'engagent ainsi à coopérer dans les secteurs pétroliers et gaziers. Ils ont par ailleurs accepté d'accélérer le projet de construction d'un oléoduc reliant l'Angola à la Zambie, ainsi que le développement des infrastructures de transport reliant les deux pays voisins. 24 ans après le génocide, le traumatisme demeure toujours au Rwanda. En effet, des enfants nés des viols commis par les miliciens déclarent mener une vie difficile et être victimes de stigmatisation familiale. Réunis au sein d'une association, ils réclament une meilleure place au sein de la société. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisang. Ils ont pour la plupart 23 ans car ils sont nés un an après le génocide au Rwanda en 1994. Seule différence, ils sont nés des mères violées et abusées pendant les atrocités et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leur père. Ils ont grandi dans les orphelinats ou les familles d'accueil pour les uns et pour les autres dans les familles qui ne les accueillent pas comme des enfants normaux mais comme des fils ou des filles des génocidaires. Il y a longtemps que personne n'est de notre côté, par exemple du côté de la famille de nos mères, du moins ceux qui ont survécu. Ils nous considèrent comme des enfants des tueurs et pire encore, on ne connaît pas les familles de nos pères. Certaines de nos mères ont été contaminées par le virus du sida et quelquefois les enfants aussi. Ce n'est vraiment pas une vie facile de ne pas être accepté et aimé par sa famille. Même si ma mère s'est battue pour ne pas me jeter ou m'avorter, ça n'a jamais été simple entre nous. Je n'ai jamais été bercée comme d'autres enfants car ma mère n'a pas voulu de ma conception et donc je ne me suis jamais sentie aimée. Dommage qu'au moment où je commençais à apprendre à me réconcilier avec elle, elle est décédée de suite d'un cancer de l'utérus. La loi régissant le fonds de soutien et d'assistance aux survivants du génocide ne reconnaît pas les enfants nés des viols pendant les génocides parmi ceux qui ont le droit à une aide d'urgence accordée aux survivants vivant dans la précarité. Le nombre exact de ces enfants n'est également pas connu, mais une certaine Ouababieyi Honorine a pu rassembler 73 d'entre eux dans sa fondation Hope and Peace. Notre fondation rassemble des jeunes rescapés du génocide, des jeunes dont les parents ont commis le génocide et ceux qui sont nés des viols commis par les assaillants pendant le génocide. L'idée était de pouvoir partager nos histoires de vie que chacun considérait comme un fardeau parce que tout le monde avait souffert d'une façon ou d'une autre. On n'a pas de moyens financiers pour pourvoir aux besoins de tous ces enfants, mais au moins on peut leur offrir notre humanisme. Pour rappel, selon l'Organisation des Nations Unies, entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, il y a eu un génocide au Rwanda où plus d'1 million de personnes ont été tuées en 100 jours. Et malgré de graves conséquences dans tous les secteurs de la vie, le pays des 1000 collines a su se relever selon les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.